Alors, je crois que nous allons commencer. Bonne arrivée à tous et à toutes. Nous avons Adra Kouvi, nous avons Kale Akwe, nous avons Techno KJ5. Je vais vous demander tout simplement, s'il vous plaît, de pouvoir mettre votre nom pour faciliter l'échange avec le formateur. Bonne arrivée à volonté, bonne arrivée à tout le monde. Alors, aujourd'hui, bonne arrivée à Wolfram. Bienvenue dans votre laboratoire de connaissances. Ici, vous apprenez des compétences qui vont vous servir dans la vie professionnelle, dans la vie entrepreneuriale. Alors, moi, je suis Armand Eklou, donc je suis entrepreneur et je suis coach business et je suis l'initiateur de Mike Lab. Alors, Mike Lab, c'est My Knowledge Laboratory, donc mon laboratoire de connaissances. C'est venu dans le conseil simple, c'est que lors des années de coaching business et autres là, j'ai remarqué deux choses. C'est que, il y a beaucoup d'opportunités tout autour de nous, mais les entrepreneurs, malgré ces opportunités, la peine à pouvoir se développer parce qu'il manque de compétences, il manque de stratégie et surtout, il manque d'outils. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose que j'ai remarqué, c'est que au-delà des compétences dont les entrepreneurs ont besoin, j'ai aussi remarqué que nous avons véritablement une perte d'identité. C'est-à-dire que les entrepreneurs ne se connaissent pas, les entrepreneurs n'arrivent pas à avoir une progression qui soit holistique. C'est-à-dire dans un point de vue social et sociétal et aussi dans un point de vue entrepreneurial. Donc, c'est pour cela que j'ai mis en place Mike Lab pour nous donner des formations, des compétences. Et c'est un laboratoire, au fait. Donc, toute personne qui a une compétence dans un domaine bien précis pourrait passer chaque, un samedi sur deux pour pouvoir partager ces connaissances-là. Donc, nous sommes déjà à notre cinquième session. Nous avons débuté en février et jusque-là, il y a de beaux témoignages et il y a des personnes qui viennent très souvent. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur, franchement, et quand je dis l'honneur, je pèse mes mots, d'avoir avec nous une personne et pas de moindre que je connais maintenant, ça fait des années, vraiment des années et un entrepreneur aguerri, même si lui-même, il n'accepte pas le mot, c'est un champion du Togo parce que franchement, il a tenu son entreprise, il a tenu dans sa voie, dans son couloir et aujourd'hui, il fait partie des références. C'est un business coach, c'est le directeur de Civic Bank, vous l'aurez déjà vu. Et donc, le thème, c'est piloter une TPME, PME avec des indicateurs simples. Décider sans être un expert en finance. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement lui donner la place avec vos shout-outs, bien évidemment. Il y a les emojis qui sont là pour l'accueillir, pour qu'il puisse aller avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Achille Noussia, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami Armand. Merci à tous les internautes, tous ceux qui sont connectés. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés ce samedi pour partager quelques connaissances en matière de pilotage d'entreprise. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous passez de très bons moments de ces fêtes pascales. Alors, comme l'a dit Armand, c'est vrai, l'entrepreneuriat, on est embarqué d'une manière ou d'une autre. Et comme le dit, c'est comme au couvent. C'est comme au couvent, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut savoir. Savoir faire, savoir être, pour ne pas dire savoir conduire. Alors, aujourd'hui, nous allons... Est-ce que vous me suivez? Du moins, faites signe pour m'alerter que vous me suivez effectivement. Oui, Est-ce que vous me recevez? OK, oui, super, totalement. super, super. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va partager quelques connaissances en matière de pilotage d'entreprise. Et l'un des facteurs pour pouvoir réussir en entreprise, c'est bien évidemment
la gestion au quotidien, la gestion dans son ensemble. Armand m'a déjà présenté, donc je vais faire économie de la présentation de ma personne. Le thème du jour en dit long, comment piloter, enfin, piloter sa TPME, c'est-à-dire la très petite et moyenne entreprise, et la PME avec des indicateurs simples. Et je rappelle que la session d'aujourd'hui, ce ne serait pas un cours classique, un cours comme on le fait en amphi ou dans les salles de formation ordinaire, mais ça va être des échanges, ça va être interactif. Vous aurez, enfin, j'aurai à vous poser des questions, vous aurez à répondre si vous avez des éléments de réponse et on va finir par la partie des séances de questions-réponses. Mais bien avant, on va être plongé un peu hein, dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe généralement quand nous décidons d'entreprendre ou quand nous commençons notre parcours entrepreneurial? Et très souvent, vous allez voir le dirigeant de la TPME ou du PME, il est tout à la fois. Au début, il est tout. Il est le producteur, il est le vendeur, il est, en tout cas, le marketeur, il est tout. Il est le stratège, il pense tout le système, le comptable, secrétaire, tout. Je ne sais pas ce qui reste, mais il est tout. Mais à la fin, certains se perdent dans ce flot de métiers qui les englobe à tout faire. Ils se perdent. Est-ce que vous voyez mon écran, du moins, l'écran que j'ai partagé, est-ce que vous le voyez? C'est bon, je voulais voir, hein. Je vais m'assurer. Contexte dans lequel on se retrouve généralement quand on débute en entrepreneuriat. Donc, on se retrouve à tout faire. Et très souvent, on est englué dedans des années après. On constate qu'on fait du surplace, l'activité ne se développe pas. On a passé du temps, mais on n'a pas de résultats tangibles à pouvoir montrer, si ce n'est que peut-être la petite activité qu'on a. Donc, aujourd'hui, à travers ce webinaire, l'objectif n'est pas de vous transformer en des experts de la finance, mais c'est de partager avec vous quelques éléments qui vont vous aider dans la gestion de votre entreprise et pour éviter, dans une moindre mesure, de faire du surplace ou de se retrouver à tout faire. Sinon, il y a des compétences, hein, des cabinets qui peuvent vous accompagner beaucoup plus sur la gestion plus approfondie sur la gestion de votre entreprise. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'avoir de la visibilité sur ce que vous faites. Vous avez besoin de savoir lire des signaux parce qu'à la fin de la journée, il vous revient la responsabilité de décider, de prendre une décision et de l'exécuter et de le contrôler par la suite. Ce n'est pas un cabinet qui le fera à votre place, ce n'est pas un comptable qui le fera à votre place, mais c'est à vous, l'entrepreneur, qui revient cette responsabilité de prendre des décisions. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc, l'objectif assigné à la session de ce jour, c'est d'abord de vous aider à identifier des indicateurs les plus importants. Donc, à la fin de cette session, vous devez être en mesure d'identifier les indicateurs les plus importants dans un business. De lire hein, ces indicateurs. C'est une chose est de les identifier, il en est une autre de pouvoir les lire et les comprendre. Quand on dit lire, ça ne veut pas dire lire littéralement, mais comprendre ces indicateurs-là et, in fine, de pouvoir décider sur la base des indicateurs clés. Vous savez, quand vous devez prendre une décision et que vous n'avez pas en tout cas des éléments d'appréciation pour pouvoir bien décider, il est fort probable que votre décision soit biaisée et que ça apporte des conséquences peu reluisantes. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, et voilà le plan que je vais dérouler. D'abord, on a déjà parlé un peu de la réalité, mais je vais revenir là-dessus beaucoup plus amplement avec certains éléments. Nous allons voir pourquoi il est utile de piloter avec des indicateurs. Les gens vont se dire, bon, est-ce qu'on a besoin forcément des indicateurs pour pouvoir gérer une entreprise? C'est faux, vous avez besoin des indicateurs. C'est comme si vous rentrez dans votre voiture ou, je ne sais pas,
sur votre moto, si vous ne regardez pas le carburant va finir à un moment donné, la voiture va s'arrêter ou la moto va s'arrêter, vous ne saurez pas. Parce que vous aurez peut-être eu, euh, vous n'aurez pas eu hein, le réflexe de regarder sur votre cadran et ça va vous conduire à un arrêt brutal. Et en entreprise, c'est plus difficile. Hein. Même si on fait la comparaison ou l'analogie avec des engins, au moins l'engin, si ça s'arrête à un moment donné, tu peux trouver du carburant rapidement et redémarrer. Ou tu peux trouver le mécanicien qui va t'aider rapidement le temps d'une journée. Mais en entreprise, des fois, les conséquences sont très, très lourdes. Hein. Alors, on va parler aussi des erreurs. J'ai énuméré 4 erreurs qui fragilisent souvent les finances. On va parler des indicateurs clés. Là, on va faire de la lecture. Je vais vous présenter un tableau de bord que vous aurez par la suite en fichier exploitable. Et en dernière position, on va conclure et puis je vais recevoir vos questions et apporter des éléments de réponse. Voilà comment la session va se dérouler, l'essentiel de ce qui sera dit lors de cette session. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. La réalité, je l'ai dit, décrite dans un instant, l'entrepreneur, il fait tout. Et moi, y compris, hein, je suis passé par là. Il y a de cela 15 ans, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, j'étais tout, je faisais tout. J'étais secrétaire, comptable, marketeur, producteur et tout. Quoique au début, j'étais dans les services. Même dans les services, il faut réfléchir, il faut élaborer ce service-là. Donc, on se retrouve à tout faire. Et des fois, c'est normal aussi parce que vous ne pouvez pas démarrer votre entreprise, euh, même si vous êtes l'État, même si vous êtes un héritier, même si vous êtes, je ne sais pas, ce n'est pas évident de démarrer son entreprise avec toute l'armada, avec toute l'équipe qu'il faut. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer seul, peut-être dans sa chambre, peut-être dans son salon, et ainsi de suite. Mais le danger, c'est de rester seul, c'est de demeurer dans ça toute votre carrière. C'est ça le danger. Ça amène à ce que vous allez gérer au quotidien ce qu'on appelle les urgences. Vous serez sous le coup de la dictature de l'urgence, comme le dirait un professeur. C'est-à-dire, il va vous manquer de la prévision. L'homme, l'être humain, de par son essence, n'est pas omnipotent, omniprésent. Donc, si vous vous mettez dans cette position pendant longtemps, vous ferez que gérer les urgences chaque jour. Et très souvent aussi, dans cette réalité, il manque à l'entrepreneur des outils qu'il faut pour pouvoir gérer. Euh, je voudrais parler par là, par exemple, des cahiers ou peut-être des logiciels simples en Excel ou en Access pour pouvoir gérer, pour constater les entrées, constater les sorties, collecter les preuves de ces dépenses. Très souvent, il manque ces éléments-là dans la gestion et quand on est seul et quand on n'est pas véritablement organisé. Pour les plus gentils, certains, ils arrivent hein, à collecter de la donnée, à enregistrer les entrées et les sorties, mais leur seul indicateur sur l'activité se résume à être le chiffre d'affaires. Vous allez souvent l'entendre, hein, nous-mêmes on le dit, en 2025, on a réalisé tel chiffre d'affaires, en 2024, on a réalisé tel chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires seul ne suffit pas pour pouvoir évaluer la viabilité ou l'avancement, le développement de votre activité. Votre chiffre d'affaires peut croître, mais au même moment, vous allez manquer de l'argent, vous allez souffrir, vous allez avoir de la tension dans votre trésorerie, comme on dit. Ou encore, certains, ils arrivent à avoir des marges, mais de façon aléatoire. Tantôt, on gagne sur tes clients, tantôt, on perd, tantôt, on ne sait même pas si on a gagné ou si on a perdu. Et on a du mal à avoir une visibilité sur leur trésorerie. Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui? Qu'est-ce qui est disponible comme argent en caisse ou en banque?
Qu'est-ce que nous allons collecter hein, auprès de nos clients dans les jours à venir? Rien du tout. Il n'y a pas une structuration sur ces différents éléments. C'est ça la réalité pour un débutant, un entrepreneur débutant. Mais si vous passez euh, ce que nous appelons la vallée de la mort, c'est-à-dire que vous franchissez la barre des 5 ans et que vous vous retrouvez toujours dans une telle situation, euh, vous avez un problème. Votre structure risque de manquer du sang, je suis entre griffes, hein, risque de manquer de l'énergie à un moment donné. Donc, il va falloir dès maintenant que vous rectifiez le tir, que euh, vous essayez de trouver des éléments qu'il faut pour pouvoir piloter. Vous savez, c'est vrai, en entrepreneuriat, il y a beaucoup d'incertitudes, mais au même moment, à côté de ces incertitudes-là, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. J'entends souvent certains disent, ah bon, moi, je n'aime pas les chiffres. Des chiffres et moi, ce n'est pas l'amour total. Non, si vous n'aimez pas les chiffres, ne venez pas à l'entrepreneuriat. Hmm? On dit tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et donc, pour pouvoir mesurer et améliorer, comme cela est recommandé, il faut collecter, il faut avoir de la donnée, il faut suivre, il faut piloter avec des chiffres. C'est ça, il faut piloter avec des chiffres. Alors, allons voir hein, pourquoi il faut piloter avec des indicateurs. De façon terre à terre, de façon très simple, puisque c'est ce qui m'a été demandé, piloter avec des indicateurs repose sur trois éléments ou trois questions qu'il faut se poser. La première des questions, est-ce que je vends? Que ça peut être un produit, ça peut être un service, mais est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez? C'est fondamental. Les indicateurs, ce n'est pas pour faire joli, hein, ce n'est pas pour faire genre, pour dire, OK, bon, j'ai un tableau de bord, j'ai ceci. Non, ce n'est pas pour faire genre, c'est pour véritablement répondre hein, à des préoccupations, poursuivre votre activité et le porter à un autre niveau. Si c'est pour faire genre, si c'est pour faire plaisir, vous faites fausse route. Fausse route. En entrepreneuriat, on ne fait pas genre. L'objectif n'est pas aussi de multiplier des chiffres et tout, hein, de montrer, voilà. Ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est de pouvoir éviter hein, des erreurs. C'est de pouvoir fixer des prix justes. C'est de pouvoir dépenser de façon judicieuse. C'est de pouvoir investir aussi au bon moment si votre activité a besoin d'avoir des investissements. D'accord? Deuxième question, est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous pouvez vendre sans toutefois gagner de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez vendre, mais sans toutefois gagner de l'argent. Et la troisième question, est-ce que vous arrivez à garder du cash, à avoir de la liquidité? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez de la liquidité dans votre caisse? Quand je parle de caisse, je vais englober à la fois la banque aussi. Mais est-ce que vous avez de l'argent que vous pouvez toucher ici et maintenant? Si on vous dit, OK, on a besoin de telle chose, vous allez soit à la banque, vous tirez de l'argent, soit vous regardez la caisse, vous tirez de l'argent. Est-ce que vous arrivez à gagner, à garder du cash? C'est fondamental. Donc, ces trois questions reposent sur trois éléments que je vais citer. D'abord, ça va vous permettre de suivre votre activité. La première question, ça va permettre de suivre l'activité. La deuxième question, ça va vous aider à voir la rentabilité de votre entreprise. Et quand on parle de rentabilité, on va rentrer dedans tout à l'heure, vous allez voir. Et est-ce que vous gagnez vous gardez de l'argent? Là, ça va vous permettre de suivre votre trésorerie, de voir ce qui est disponible, ce qui est dehors chez les clients, hein, le niveau de stock que vous avez, est-ce qu'il faut le réduire, est-ce qu'il faut le maintenir ou est-ce qu'il faut l'augmenter? D'accord? Voyons voir maintenant les erreurs hmm, qui fragilisent. J'en ai déjà cité tout à l'heure dans mes développements précédents. L'une de ces erreurs-là, c'est de confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Beaucoup d'entrepreneurs débutants ne distinguent pas d'abord la caisse de l'entreprise de leur propre porte-monnaie. Tout est confondu.
Ça se comprend. Je ne vous dédouane pas là-dessus, mais ça se comprend parce que dans nos milieux, puisqu'on parle du cas togolais, dans nos milieux, un jeune qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat le fait d'abord pour survivre. N'ayons pas honte de le dire. C'est pour se trouver un emploi, c'est pour se donner un emploi à lui-même. Ce n'est pas comme s'il a travaillé quelque part, il a économisé de l'argent et tout ça, et qui veut lancer. Il y a certains hein, qui arrivent comme ça, mais beaucoup, si on prend 10, au moins 6 sont venus pour se trouver d'abord un emploi à eux-mêmes. Et dans cette configuration, dans un premier temps, le péché est vite hein, commis. Hein. On met de temps en temps la main dans la caisse. On confond la caisse avec sa poche. Mais le danger, c'est de rester dans ça, c'est de faire ça, de piquer tout le temps euh, dans la caisse de l'entreprise. Et à la fin, vous n'aurez pas une entreprise, mais peut-être une activité génératrice de revenus. C'est ce que vous aurez parce que l'entreprise demande à ce qu'il ait son patrimoine, du coup, il ait sa caisse. Et voilà, sa poche à part et votre poche aussi à part. Souvent, on confond le chiffre d'affaires et le bénéfice. Hmm. On regarde seulement hein, le solde qu'on a. Est-ce qu'on a un peu d'argent dans la caisse? Est-ce qu'on a un peu d'argent à la banque? On reçoit la notification. Il y a 2 millions, 3 millions là-bas. Donc, j'ai d'argent. J'ai un peu d'argent. Or, on ne connaît pas en tout temps ses besoins, hein, notamment ses charges fixes. Et on va en parler un peu plus loin. Ces charges fixes. Ces charges-là, que si vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous devez hein, les éponger. Et on ne sait pas. On n'a pas de prévisions sur le futur de l'entreprise, que ah, dans 5 ans, dans peut-être 5 ans, c'est trop. Dans un an, dans 2 ans, voilà ce que nous allons faire, voilà quel niveau nous allons arriver. Et ça, c'est les finances qui vont vous aider à pouvoir le faire. Hein. Ou encore, on vend à crédit. On vend, hein, on vend à crédit aux gens parce qu'on se dit, ah, il n'y a pas le marché. Donc, quand quelqu'un veut acheter à crédit, on a la main facile de lui céder ça, espérant récupérer l'argent après. Mais le drame, c'est que très souvent, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une routine pour pouvoir relancer les clients à temps. Il y a même pas un délai fixé hein, de commun accord avec le client que si moi je vous vends à crédit, voilà, au bout de tel temps, vous allez me payer. Et si vous ne me payez pas dans cet intervalle de temps, voilà les conséquences que ça va générer. Il n'y a pas une routine, il n'y a pas une organisation. Mais par contre, vous allez voir, hein, quand vous prenez les microfinances, les banques et tout, il y a certaines structures, vous ne pouvez pas être, hein, vous ne pouvez pas prendre du crédit chez eux et ne pas rembourser. Vous ne pouvez pas acheter leurs produits à crédit et ne pas rembourser. Vous allez le rembourser avec des intérêts. Sinon, ils vont vous poursuivre. Et c'est ce qui fait même qu'ils sont très bien gérés parce qu'ils savent relancer, ils savent récupérer, ils savent faire le recouvrement hein, de leurs créances. Et pourquoi vous, entrepreneurs, vous vendez à crédit aux gens et vous êtes là? Vous avez même peur de relancer le client. Hein, ou encore hein, dans nos jeux, ça peut se comprendre parce que nous aussi, on passe des moments comme ça par moment. Permettez que de par moment, je partage mes expériences personnelles. Il y a des clients à qui, si vous réclamez l'argent, ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher contre vous. Vous dites que ah, vous leur mettez la pression, vous leur réclamez l'argent. Mais cet argent, si vous ne l'avez pas, vous, votre entreprise va mourir. Cet argent, quand vous l'avez avec eux, hein, gardé avec eux, ça ne porte pas d'intérêt, ça ne travaille pas. Le client vous doit 100 000, par exemple. Au bout de 3 mois, il va vous payer les 100 000. Mais au bout de 3 mois, votre 100 000, entre-temps, a été grignoté par l'inflation. Mais vous ne pouvez pas lui appliquer des intérêts. Et donc, c'est pour cela qu'à la base, il faut conclure peut-être sur vos factures proforma, il faut bien libeller là-dessus que voilà, si vous nous payez telle, à telle date, voilà ce que vous avez. Si vous ne payez pas, voilà ce qu'on va appliquer. Et vous l'appliquez. Et vous l'appliquez. Il faut de la rigueur. D'accord? Et quatrième erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup méconnaissent ou ils ne prennent même pas la peine d'évaluer le poids de leurs charges fixes. Vous savez, les charges fixes, c'est ces charges-là, avant même que vous n'allez ouvrir votre entreprise, votre boutique, quoi que ce soit, eux, ils sont déjà là. Vous les connaissez sans doute parce que
ici je crois avoir affaire à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le loyer. C'est le loyer. Si vous avez loué un local, que vous le voulez ou pas, le propriétaire, lui, n'a pas besoin de savoir si vous avez vendu ou vous n'avez pas vendu. Lui veut son argent et vous devez le payer. C'est l'électricité. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas travailler. C'est peut-être l'Internet. Si vous en avez besoin, si vous ne l'avez pas, vous ne payez pas Canal Box ou je ne sais pas. Je vais faire la pub gratuitement d'ailleurs. Si vous ne les payez pas, vous n'aurez pas la connexion. Ça, c'est les charges fixes que vous avez. Il y en a d'autres, hein. L'eau, si l'eau rentre dans votre truc, et les immobilisations que vous aurez faites en tout cas, ça fait partie de ces charges fixes que vous le voulez ou pas, vous devez les payer. Mais si vous n'évaluez pas le poids de ces charges-là, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne saurez pas ce que vous devez chercher à gagner dans la journée, dans la semaine, pour ne pas dire dans le mois. Vous ne saurez pas. Pour pouvoir couvrir ces charges-là. D'accord? Ce sont souvent ces erreurs qu'on fait souvent et qui portent préjudice à notre activité. C'est vrai que quand on a les yeux rivés sur le chiffre d'affaires, on pense que les choses bougent, on pense que les choses avancent, mais vendre ne veut pas dire forcément gagner. Je l'ai déjà dit, hein. Vendre ne veut pas forcément dire qu'on gagne. Vous pouvez avoir de l'argent à la banque, mais ça peut être de l'argent dont les charges qui vous attendent dehors vont consommer, hein, vont bouffer ça rapidement. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous avez, mais c'est juste des chiffres que vous avez devant vous, mais qui vont être consommés très rapidement. Ou encore, si l'argent reste chez le client, pendant que vous devez payer vos charges, comment vous allez vous en sortir? Et comment vous allez vous en sortir? Permettez-moi 1 minute, je règle un truc et puis je vous reviens. Monsieur Armand, Oui, allô, oui, je suis là. je suis sur contrat. Et sinon, dans un contrat de travail ou de production, de collaboration et tout ça, il y a des clauses qui prévoient si éventuellement il va y avoir des avenants, dans quelles conditions ces avenants-là doivent arriver. Maintenant, admettons il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a rien eu qui a prévu, voilà, Allora, ces lui mi fa clauses-là. territoriali. Allô? Oui, allez-y, allez-y. OK. Qu'il n'y a rien eu qui a prévu ces choses-là. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, rapidement, vous allez voir, bon, sur les 1000 boîtes, combien je gagne? Si on ramène à 700 boîtes, combien je perds? Vous évaluez votre perte par rapport à ça et vous allez en négociation. Peut-être réduire, si il y a réduction de nombre de boîtes, ce qui veut sûr votre chiffre d'affaires, votre marge aussi va subir un coût. Maintenant, vous essayez de partager cette perte-là. Vous essayez de partager cette perte-là pour limiter les dégâts au niveau de votre trésorerie, tout en cherchant à voir si, entre-temps, vous avez investi dans les 1000, c'est-à-dire que vous avez 300 sous les bras. S'il faut trouver un nouveau client qui aura besoin de ces 300-là et le lui vendra plus tard. C'est des choses qui arrivent. Moi, par exemple, étant dans la production de packaging, l'exemple des boîtes, ça arrive. Et pas plus que la semaine passée ou la semaine surpassée. On a produit justement 2000 boîtes à une cliente, mais il s'est fait que son graphiste nous a induit en erreur. Et on s'est rendu compte plus tard. On s'est rendu compte plus tard. Donc, on est entré en négociation. Donc, on a repris les 2000 boîtes. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, les 2000 boîtes qu'on a déjà faites et que vous ne pouvez pas les utiliser, nous, on va les garder. On ne va pas vous les livrer tout de suite. Les 2000 nouveaux qu'on va faire. Mais entre-temps, ils nous ont déjà payé la totalité sur les 2000 défectueuses, hein. Ils nous ont payé déjà la totalité. J'ai dit, OK, la nouvelle production, vous payez la moitié. Ils ont payé la moitié. Maintenant, je deal avec eux pour dire, si éventuellement, vous allez reprendre ces anciennes boîtes, c'est-à-dire c'est des boîtes de savon, si vous allez faire de nouveaux formats de savon pour les mettre dedans, voilà comment je vais vous le facturer maintenant. C'est vrai que sur le coup, c'est comme si on a perdu, mais si moi je rentre parce que j'ai décidé à la vue de ces chiffres, et que nous gagnons toujours notre marge, puisque ça a été différé.
Au lieu de l'avoir ici et maintenant, on l'aura un peu plus tard, avec la patience. Voilà un peu ce que je peux répondre rapidement à ça. Euh, on va continuer. Je vais revenir après sur. Je pense qu'il y a eu une question précédente aussi sur comment obtenir l'application des taux de pénalité sur les factures de Oui, l'État. La loi prévoit, euh, je ne vois pas bien le. C'est moratoire, c'est prévoit le moratoire, mais comment réussir à obtenir le paiement auprès de l'État? Ce serait prétentieux de ma part vouloir répondre à la place de l'État. C'est vrai que, si vous permettez, hein, je vais revenir là-dessus vers la fin. bien sûr, D'accord, bien Madame sûr. Kossiwa, je vais revenir sur cette question-là vers la fin. Donc, si je me mets à répondre à ça maintenant, on va passer toute la session autour de ça. D'accord? On va avancer. Donc, on a vu les quatre erreurs. Il y en a plusieurs, hein, mais j'ai énuméré que quatre pour pouvoir avancer très rapidement. On va voir les, les autres indicateurs en question beaucoup plus en détail. Je vous ai parlé des indicateurs sur l'activité. Et ces indicateurs, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires, le volume des ventes que vous réalisez, le panier moyen, le taux de conversion de vos clients. Si, c'est-à-dire, vous prospectez 10 clients, combien sur les 10 deviennent véritablement acheteurs et deviennent consommateurs ou s'engagent à vos côtés? C'est très important. Ça, c'est les éléments qui vont vous permettre d'avoir des informations sur l'évolution de votre activité. Il y a ensuite des indicateurs sur la rentabilité. Sur la rentabilité, c'est d'abord la marge. On va prendre le cas de la marge brute. Puisque je ne suis pas dans votre exploitation, je ne peux que parler de la marge brute, euh, à défaut de parler de la marge nette. Il y a le taux de marge que vous devez connaître aussi, appliquer, vos charges fixes et de voir à partir de quel moment vous commencez à gagner de l'argent. À partir de quel moment vous commencez à gagner de l'argent, ce que nous appelons le seuil de rentabilité. Maintenant, le suivi de la trésorerie, le suivi de la trésorerie, c'est de voir effectivement qu'est-ce qui est disponible, quels sont les délais de paiement de vos clients, hein, quel est le stock que vous avez. Hein. Admettons qu'un commerçant, il vend pour 10 millions dans le mois, mais à la fin du mois, il n'a pas assez de marge. Hein. Il va finir en tension parce que ses marges sont peut-être faibles. Admettons qu'il a vendu pour 10 millions, mais il a dépensé jusqu'à 9 millions 500 ou 9 millions 80 et quelques mille. Ce qui veut dire qu'il a une marge très, très, très faible. Et quand on fouille, on constate que soit c'est les coûts de production ou le coût d'achat qui ne sont pas très maîtrisés, qui ne sont pas suivis, soit c'est les charges fixes qui bouffent une grande partie de ces marges et ils se retrouvent avec la portion congrue. Donc, le chiffre d'affaires, ça, pour le déterminer, vous savez comment faire. Vous multipliez, hein, c'est encore la valeur de vos marchandises, c'est la valeur de vos produits. Vous multipliez hein, la quantité vendue par le prix unitaire. Vous allez avoir votre chiffre d'affaires. Maintenant, le nombre de ventes, ça, c'est le volume de ventes que vous réalisez. J'ai réalisé 10 ventes, j'ai réalisé 20 ventes, j'ai réalisé 30 ventes dans le mois, dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Voilà, ça, c'est le volume. Le taux de conversion, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le pourcentage de prospects que vous arrivez à transformer réellement en un client et qui apporte de l'argent à l'entreprise. Voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de clientèle ou de client qui ne rapporte rien. Si votre client ne rapporte rien, il n'est pas client, c'est un visiteur. Un visiteur. Donc voilà. Et ces choses-là, vous devez pouvoir le faire au quotidien. Vous devez pouvoir le faire au quotidien. Et quelle lecture il faut faire? Si vous avez un chiffre d'affaires assez élevé, voilà, qui progresse de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, ça veut dire que vous vendez, votre service commercial travaille bien. Hein, votre service commercial travaille bien. Votre produit est sollicité, est demandé. D'accord?
Maintenant, on va voir quel est le prix unitaire de votre produit, de votre service et à combien de personnes vous vendez. Il y a des produits ou des services qui n'ont pas besoin d'être vendus à toute une multitude de personnes, mais qui vont faire rentrer beaucoup d'argent si le ticket est élevé, c'est-à-dire si le prix unitaire est élevé. Vous allez voir que cette entreprise-là va avoir un chiffre d'affaires assez élevé, mais le nombre de ventes réalisées serait faible. Au même moment, dans un autre registre, pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires conséquent, il faut un volume aussi, un volume de vente assez conséquent. C'est très souvent dans les niches où le prix unitaire est très faible. C'est un produit, qu'on dit, de populaire, c'est-à-dire les produits qu'on peut vendre à 5 francs, 25 francs, 100 francs. Voilà. Pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires assez conséquent, il faut un volume de vente assez élevé. C'est logique, hein? C'est la mathématique. Donc voilà. Le taux de conversion, ça suit la même progression. Est-ce qu'il faut parler à beaucoup de personnes? Est-ce qu'il faut aller vers beaucoup de clients pour essayer d'en convaincre assez? Ou est-ce qu'il faut aller vers peu de clients, mais essayer d'en convaincre aussi peu, mais toujours s'en sortir, avoir ces chiffres, comme on dit? Voilà les indicateurs liés à l'activité. Hmm. C'est les indicateurs liés à l'activité. Et ça montre si votre moteur commercial tourne ou pas. Si votre service commercial, quand je parle de service commercial, c'est tout ce qui va avec communication, marketing, voilà, c'est tout ce qui va avec. Si ça tourne effectivement bien pour que le produit soit connu, le produit soit acheté et consommé. Les indicateurs sur la rentabilité maintenant. Au niveau des indicateurs sur la rentabilité, vous avez la notion de marge. Hein, notion de marge ou de marge brute. Pour connaître la marge de votre activité, il faut juste faire la différence entre votre chiffre d'affaires et les coûts directs. Quand on parle de coûts directs, c'est-à-dire c'est l'ensemble des dépenses qui sont liées directement à l'achat ou à la production. Quand on dit production, ça peut être un produit tangible, ça peut être un service aussi, d'accord, ou à l'élaboration de ce service-là. Quels sont les coûts directs? Vous défalquez ces coûts directs-là du prix final auquel vous vendez aux clients, vous administrez votre service aux clients, vous faites la différence entre ces deux montants-là. Ça va vous permettre de trouver votre marge brute. Je précise bien que c'est la marge brute. Parce que derrière la marge brute, il y a d'autres marges qu'on doit déduire aussi. Il y a les charges fixes qu'on doit déduire par la suite. Il y a, il y a les charges de l'exploitation, la part du César, comme on dit, c'est-à-dire les impôts. C'est ça, la part du César. Il faut le déduire. Si vous avez, comment dirais-je, moi, ne ris pas. Donc, César est là, lui, il va prendre sa part. Que vous le voulez ou pas, il va prendre sa part. Il y a plein de charges qui entrent en jeu. Mais déjà, la marge brute, vous, entrepreneur, vous devez avoir une idée dessus. C'est la base. C'est le plus simple à faire. Maintenant, vient le taux de marge. On va pas rentrer dans les... Le taux de marge, c'est la marge, comme on l'avait calculé tout à l'heure, la différence entre le chiffre d'affaires et le coût direct, divisé par le coût d'achat ou voilà, euh, les frais que vous avez utilisés pour avoir le produit, voilà, c'est ça qu'on appelle le coût d'achat, multiplié par 100. Ça vous permet de trouver votre taux. Ça vous permet de trouver le taux de marge. Peut-être un peu plus loin, je vais vous donner un exemple, hein, comme ça vous allez voir. Admettons que vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions. Je pars sur mes 10 millions. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions et vos charges fixes font peut-être 3 millions. Vos charges variables font 6 millions. D'accord? Donc, vous avez au total 9 millions de charges. Donc, pour calculer votre marge, la marge sur coût variable, on va faire les 10 millions moins les 6 millions. C'est ça, c'est les charges variables. Puisqu'on a parlé de coût
directs liés à l'activité. Donc, vous avez une marge de 4 millions. Vous avez une marge de 4 millions. Le taux de marge, dans ce cas, on va faire les 4 millions divisé par les 10 millions, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, on va diviser ça par les 10 millions. Et donc, vous avez, je dirais, fois 100, ça fait 0,4. Vous aurez 0,4%. D'accord? Ça fait 0,4 comme résultat. Et donc, pour avoir votre taux de marge sur coût variable, si vous voulez, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables sur le chiffre d'affaires, hein, le tout multiplié par 100. Et vous avez ce chiffre-là. D'accord? Maintenant, il y a les charges fixes. Les charges fixes, je ne peux pas tous les citer, hein, mais c'est des charges qui ne dépendent pas forcément de l'évolution de l'activité. C'est le loyer, c'est les salaires, c'est l'électricité, c'est le téléphone, si vous payez pour le téléphone, c'est la connexion, voilà les charges fixes que vous avez. Qui est activité ou pas, c'est des charges que vous devez les payer. Les commissions n'en font pas partie parce que les commissions sont directement liées à l'activité et ça varie. Mais les charges, si vous avez une secrétaire, vous avez un agent de sécurité, vous avez je ne sais pas qui, son salaire ne dépend pas du fait que si vous avez vendu ou vous n'avez pas vendu. Lui, vous devez le payer, vous devez le payer. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle les charges fixes. Vient ensuite le moment où vous commencez à gagner de l'argent. Très souvent, on l'ignore ou on n'y prête pas attention. Si je prends un produit X que je vends à tel montant, combien j'ai dépensé pour pouvoir avoir le produit que je souhaite vendre, quelles sont mes charges variables ou fixes, et à partir de quel moment, justement, avec le prix final que j'applique au client, à partir de quel moment je ne perds pas ou je commence à gagner de l'argent. On parle là de seuil de rentabilité ou du point mort. Très souvent, on n'y prête pas attention. Et donc, pour avoir le seuil de rentabilité, là aussi, il faut faire les charges fixes sur le taux de marge, hein, qu'on aurait calculé précédemment, que je vous avais montré précédemment. Il faut diviser, hein, vos charges par rapport à ce taux-là. Si vous divisez vos charges fixes, je précise bien les charges fixes par rapport à ce taux, vous allez avoir le seuil de rentabilité. D'accord? On serait peut-être face à un tableau. J'allais encore vous écrire les chiffres. Admettons que dans notre exemple précédent, euh, vous voulez, en tout cas, le marchand qui a vendu pour 10 millions veut calculer son seuil de rentabilité. Est-ce qu'on me suit? Allô? OK, Oui, oui. on me suit. Donc, nous avons vu quelque part que son taux de marge était de 0,4. D'accord? Il veut calculer son seuil de rentabilité. Entre-temps, on sait que ses charges fixes faisaient 3 millions. Ces charges fixes faisaient 3 millions. Donc, on va diviser les 3 millions là par ce taux. Si on divise, on va trouver un montant. C'est ce montant-là, c'est à partir de ce montant-là que le commerçant commence à gagner ou il ne perd pas. Si on va appliquer rapidement sur la calculatrice, on avait trouvé 0,4. On va diviser 0,4 par 3 millions. Par 3 millions. Et on trouve que notre commerçant commence à gagner de l'argent à partir de 7 500 000. C'est-à-dire que sur son chiffre d'affaires de 10 millions, c'est à partir de 7 500 000 qu'il va commencer à gagner. C'est-à-dire que c'est 7 500 000, 1 franc, je ne sais pas comment ça se lit. C'est à partir de cet instant-là qu'il va commencer à gagner de l'argent. Mais avant, non. Sur les 7 500 000, il est au point mort. Il est au point mort. Ça, c'est le seuil qu'il a.
Donc, c'est des notions que vous devez toujours chercher à comprendre, toujours chercher à appliquer dans votre activité. Ici, une fois encore, ce n'est pas d'être technicien, d'être quelqu'un qui sait calculer à la vitesse de la lumière le seuil de rentabilité et tout, mais vous devez avoir ça à l'idée. Si je vends un produit à 1000 francs, j'ai dépensé 500 pour avoir ce produit-là, quelles sont mes charges fixes? Le coût direct, on a. Quelle est ma marge là-dessus en le vendant à 1000 francs? Quel est le seuil de rentabilité quand vous appliquez des techniques simples comme ça? Ça vous permet de voir si votre activité est viable, si votre activité est rentable ou pas. D'accord? Notez tout simplement que par rapport aux indicateurs de rentabilité, il faut que vous connaissiez la marge, il faut que vous connaissiez le taux de la marge, il faut que vous connaissiez vos charges fixes, il faut que vous connaissiez à partir de quel moment ou de quel montant vous commencez à gagner de l'argent et que vous ne perdez pas. Parce que si vous n'avez pas ces indicateurs-là, vous allez penser pouvoir vendre à un prix X, mais in fine, à la fin de la journée ou à la fin du mois, à la fin de l'année, vous vous rendez compte que toute l'activité que vous avez menée, vous avez conduit, ça n'a servi qu'à payer les charges, ça n'a servi qu'à payer les gens. Et qu'à la fin, il n'y a rien qui reste pour l'entreprise. Il n'y a rien qui reste pour l'entreprise. Voilà, on va continuer. Troisième bloc d'indicateurs, il s'agit des indicateurs par rapport à la trésorerie. La question de la trésorerie, moi, ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur parce que si vous ne savez pas manager votre trésorerie, je dirais même c'est votre quotidien, la gestion de la trésorerie. Ça va être votre quotidien. Si vous ne savez pas le manager, c'est là où tous les problèmes de tension, de pression commencent. Par exemple, on est aujourd'hui le 4. Et c'est la période la plus propice pour beaucoup d'entrepreneurs d'être frustrés, de s'énerver. Même simple bonjour, ils s'énervent. Et c'est la période la plus propice. Voilà. C'est là où on juge qui a le cœur, qui a. Voilà. Parce que c'est le moment où il faut payer. C'est le moment où ta trésorerie doit pouvoir t'aider à faire face, hein, aux charges. D'accord? C'est la trésorerie qui permet de voir si votre activité respire bien. Et donc, vous devez avoir un œil particulier sur votre trésorerie. Il faut avoir un œil là-dessus. Et pour avoir un œil là-dessus, il faut savoir qu'est-ce qui est disponible, hein, en caisse là. À la banque, qu'est-ce qui est disponible? Dans la caisse, qu'est-ce qui est disponible? Il faut voir également, il ne faut pas se limiter à ça, il faut voir également quelles sont les entrées, hein, attendues, quels sont les encaissements, les recouvrements que vous aurez à faire. Dans quel délai? C'est très important, les délais. Si vous avez la trésorerie ne supporte pas des longs délais, hein, des délais de 2 mois, 3 mois en allant, la trésorerie ne supporte pas ça. Donc, il faut avoir des délais extrêmement courts. Il faut travailler à avoir des délais extrêmement courts. Négocier avec vos clients pour avoir des délais extrêmement courts. Parce que nous avons le malheur, peut-être ça va répondre à la question de Mme Kossoua. Nous avons le malheur de vivre dans un environnement où on n'a pas souvent ce que nous appelons les crédits fournisseurs. Le jeu ou l'activité économique n'est pas équitable. Certains jouent le jeu, d'autres non. Nous évoluons dans un environnement où, à chaque fois que vous aurez affaire à traiter avec des gens, vous devez payer au comptant. Vous devez payer de l'argent ici et maintenant pour eux. Parce que beaucoup sont dans le commerce. Beaucoup ne sont pas dans la production ou voilà, ils sont dans le commerce. Donc, c'est de vendre et encaisser en même temps. C'est pour ça que vous allez voir même à des endroits, c'est affiché, il faut payer même avant de manger, il faut payer avant de faire quoi que ce soit. Il faut payer en même temps. C'est ça. Donc, si on est dans une telle configuration et que vous allez vendre à crédit, vous allez prester à des gens que vous ne pouvez pas encaisser dans l'immédiat, au moins il faut avoir des délais de recouvrement assez courts pour vous protéger. Mais si vous avez des délais de recouvrement élastiques, où voilà, ça se fait au gré, hein, du client et qu'entre-temps, vous-même entrepreneur, vous ne prenez pas la mesure de fixer le cadre, de fixer les règles, vous allez en souffrir. Vos nerfs vont en souffrir.
vos nerfs vont en souffrir. Parce que les charges sont là et vous ne pouvez pas faire outre. Il faut voir également, il faut faire souvent ce que moi j'appelle un petit budget, un mini budget pour les sorties obligatoires dans les jours à venir. Aujourd'hui, on va sortir combien? Combien va sortir de notre caisse? On va payer qui? Quelle est la priorité de ça? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce qu'on ne peut pas différer ça? Parce que si les gens diffèrent les paiements avec vous, vous aussi, vous devez apprendre à différer avec les gens. Hein. Ce n'est qu'une question de réciprocité. Hmm? Ne payez pas les gens à l'instinct, ne payez pas les gens. Non, il faut prioriser, il faut budgétiser. D'accord? Il faut voir quelles sont les sorties obligatoires. J'ai bien précisé obligatoires. Hmm? Et c'est malheureux que dans notre contexte, vraiment, les gens ont du mal à payer. Hmm. Quand ils ont besoin du service ou ils ont du besoin du produit, ils vont vous mettre la pression. On a besoin de ça. L'autorité a dit de faire ceci. Mais dès que tu livres l'autorité, c'est fini. L'autorité disparaît. Tu vas le chercher hein, longuement, tu ne vas pas le trouver. Après tout, c'est l'autorité. Qu'est-ce que tu peux? Hein, qu'est-ce que tu peux? D'accord? Donc, il faut limiter les délais. Ne dépasser 7 jours, 2 semaines, c'est déjà bon. Il faut que le client règle. Ou encore, instaurer cette méthode d'acompte. C'est ce que nous on fait. L'acompte, quand vous passez commande chez nous, on doit vous prendre une encompte. L'acompte est autour de 60%. Des fois même, j'exige plus que ça pour pouvoir nous protéger. C'est fondamental. Ça va vous permettre d'avoir au moins du souffle au niveau de la trésorerie pour pouvoir fonctionner. Mais si vous faites tout à crédit, ce n'est pas intéressant. Les sorties, comme je l'ai dit, c'est des salaires, c'est des achats urgents, c'est les dettes fournisseurs. Si vous avez certains fournisseurs que vous devez payer pour pouvoir garder la relation avec ce fournisseur-là, payez-les rapidement. C'est le loyer. Il faut payer le loyer. Si vous restez là et le propriétaire, vous ne payez pas régulièrement, un matin, le propriétaire va se fâcher, il va vous limoger, il va vous sortir, il va prendre son local. Et là, vous allez commencer à dire, ah, il est mauvais et tout. Mais entre-temps, vous n'avez pas priorisé hein, ces paiements. Il y a d'autres types de factures. Il faut avoir les yeux dessus. Et donc, quand vous allez avoir tous ces éléments, vous devez avoir une idée de votre solde prévisionnel, c'est-à-dire ce qui restera après avoir euh, récupéré, hein, recouvré les créances, dépensé, en tout cas gérer les dépenses urgentes. Qu'est-ce qui va rester de façon prévisionnelle? Il faut que vous ayez ça aussi à l'idée. Et quand je dis de façon prévisionnelle, ces prévisions-là, les prévisions de la trésorerie, ce n'est pas sur 6 mois, ce n'est pas sur un an. Il faut voir les choses vraiment à court terme, quoi. Vraiment à court terme. Si vous voulez avoir la tête sur les épaules, la tête tranquille, il faut que vous ayez ces chiffres-là. Il faut que vous regardez ça. Donc, euh, quelle est la stratégie hein, que je peux partager avec vous? J'en ai déjà même dit hein, plusieurs. Il faut que vous ayez en tête le montant total que vos clients vous doivent. La liste de ces clients-là. Vous devez avoir la liste de ces clients. La date, depuis quand ils vous doivent, vous devez avoir hein, cette date-là aussi, c'est-à-dire l'ancienneté de la dette, vous devez l'avoir. Si la dette hein, dépasse 30 jours, vous devez passer à l'attaque. Le recouvrement doit être musclé. Bon, quand je dis musclé, ça ne veut pas dire que vous devez aller avec des fusils ou avec des insultes et tout. Après tout, c'est un client. Un client qui ne vous paie pas bien aujourd'hui, bon, peut vous payer bien demain, mais ne l'attaquez pas hein, de façon discourtoise, de façon bon, barbare, mais attaquez-le quand même, dérangez-le. Hein, des petits coucous, des petits bonjours, oui, juste pour vous relancer par rapport à notre facture en instance. Faites ça, insistez, ça les dérange et ils vont finir par vous payer. C'est plus gentil comme ça. Hein, hein, aujourd'hui, on a les outils WhatsApp et tout. Faites vocal. Dites-leur que ah, c'est chaud chez vous, qui vous paye. Moi, je le fais. Je le fais tout le temps. Je le fais. Ça va déranger quoi. Déranger. C'est votre argent après tout. Imaginez un seul instant que eux, ils passent comment chez vous, ils vous sollicitent pour un service. Si vous n'avez pas rendu le service dans le temps, ils vont vous harceler, non? Pourquoi eux, ils vont avoir votre argent, vous n'allez pas les harceler?
faut les harceler. Mais de façon polie, je précise, poliment, de façon professionnelle. Voilà. Ne versez pas dans les insultes où vous allez vous lever le matin très tôt, aller le cueillir dans son lit et lui dire non, 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 ça, c'est pas des méthodes professionnelles. Donc, et soyez pro, quoi. Soyez pro. Et identifiez aussi les clients qui sont habitués au retard. Si, vous savez, moi, bon, l'une de mes principes, c'est que, moi, je dis souvent, on n'est pas obligé de servir tout le monde. Ça fait mal. Certains trouvent ça arrogant et tout ça, mais je suis convaincu qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, qu'on ne peut pas traiter avec tout le monde. Faites la liste de vos clients qui sont habitués au retard. Ceux qui sont vraiment des champions en matière de retard de paiement, jugez bien, prenez une décision. Soit vous vous en débarrassez d'eux, ou soit vous prenez des mesures pour que prochainement, ils payent d'abord avant que le service ne soit rendu ou que le produit ne soit livré. Ou même si vous devez signer un contrat, vous devez tenir compte de ça. Parce que certains se cachent des fois derrière pour continuer à opérer. Hein, leur ça a l'habitude de ne pas vous payer à temps. Donc, il faut vraiment regarder ça. Il faut voir les factures qui arrivent à échéance, essayer de faire des recouvrements ou de les payer, pourquoi pas. D'accord? Et voilà les stratégies que vous pouvez adopter pour pouvoir faire du recouvrement et faire respirer votre trésorerie. Donc, en matière de tableau de bord, comme je l'ai illustré avec ce tableau de bord d'un véhicule, vous devez avoir sous vos yeux en permanence le montant de votre chiffre d'affaires, l'évolution de votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça évolue? Le chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de le voir chaque jour. Même si vous avez le temps, oui, c'est bien, hein, vous pouvez le faire. Mais au moins chaque mois, il faut que vous évaluez votre chiffre d'affaires. Il faut que vous voyez combien vous avez vendu dans le mois. Au moins chaque mois, vous devez le voir. La marge, c'est de façon hebdomadaire, hein, vous pouvez déjà regarder la marge. Mais la trésorerie, c'est au quotidien. C'est chaque jour. Ça, c'est chaque jour. Parce que c'est la trésorerie qui va nourrir tous les autres là. Si vous ne regardez pas ça au quotidien, c'est à la fin du mois, vous allez constater les dégâts. Et ce n'est pas très intéressant. Pour pouvoir gérer votre tableau de bord ou en tout cas avoir sur vos supports quelque chose qui vous guide, euh, le frère allemand, le collègue allemand va partager avec vous, les participants, un document que j'ai élaboré par rapport à ça. Et ça va vous aider. Vous allez entrer des données. Hein, vous allez entrer des données. Il y a une feuille dans laquelle vous entrez des données. Et le tableau de bord s'ajuste automatiquement pour vous montrer le niveau de votre chiffre d'affaires avec des graphiques. Est-ce que ça monte, ça descend? Vous pouvez faire même des analyses de comparaison, c'est-à-dire comparer un mois, mois M à un mois M, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le mois de, on est en avril, vous pouvez prendre le mois de février, le comparer avec les chiffres du mois de mars, le faire éventuellement avec le mois de mars et le mois d'avril, ainsi de suite, pour voir si votre activité évolue. Il y a aussi un cadran qui est réservé à la marge. Si vous faites bien les calculs, bon, en tout cas là-bas, dans le fichier, le taux de marge est calculé automatiquement. Donc, vous allez voir quel est le niveau de votre taux de marge. Vous allez voir l'évolution aussi de votre trésorerie. Est-ce que vous allez être en tension? Est-ce que les prévisions sont bonnes pour que vous continuiez à fonctionner comme vous le faites déjà? Voilà, ce fichier-là va vous aider à le faire. Maintenant, si vous avez des difficultés après, je pense qu'on va partager les contacts ici. Vous pouvez me contacter ou contacter le frère Armand qui s'y connaît bien aussi hein, dans ce domaine-là. Il va vous aider à remplir, à renseigner ce document, ce fichier-là. C'est un fichier très simple, je pense à 3 ou 4 feuilles, très facile à prendre en main. J'ai promis aussi partager avec vous, avec le temps, un document que moi-même j'ai élaboré et que j'utilise à l'interne qui me permet de suivre ma trésorerie au jour le jour. Ça, c'est dédié que pour la trésorerie. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, celle qui s'occupe de la caisse, il m'envoie un rapport à travers ce fichier-là. Je sais comment ça se comporte. Je sais, voilà, ce qui doit nous attendre dans les 7 jours, dans les 2 semaines, 3 semaines ou un mois à venir en fonction de notre trésorerie.
Voilà un peu, mesdames, messieurs, euh, ma présentation sur le pilotage des TPME et PME avec des indicateurs simples, mais qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous aider à éviter la tension, qui vont vous aider à avoir une visibilité beaucoup plus appréciée, appréciable sur votre activité et à progresser au fur et à mesure. Ce qui est bien, quand vous avez ces indicateurs, quand vous tenez compte de ces indicateurs, vous allez prendre des meilleures décisions. Je vous assure, vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance, un expert, je ne sais pas, en comptabilité, mais vous allez pouvoir prendre des décisions justes et au bon moment. Vous allez gérer votre activité de manière à ce que les gens vont se dire, bon, c'est chaud chez nous, mais bon, lui, il arrive à s'en sortir. L'un des facteurs, des éléments qui arrivent des entreprises à grandir, c'est la gestion. C'est la gestion au quotidien. C'est cette gestion-là qui va vous rendre crédible vis-à-vis des partenaires financiers. Je voudrais parler de la banque, des microfinances et des investisseurs. Parce que demain, quand vous irez vers la banque pour dire, ah, j'ai besoin d'une facilité bancaire pour financer ou investir dans ceci, la banque va chercher à voir quels sont les outils dont vous disposez, comment vous gérez votre activité au quotidien, quel est l'historique que vous avez avec la banque d'abord, avant de chercher même à voir combien vous avez besoin, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Il en est de même pour les investisseurs. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, ben, Monsieur Achille, si vous pouvez nous aider, je vais regarder vos chiffres. Mais si entre-temps, il n'y a même pas de chiffres, si entre-temps, il n'y a rien du tout, je ne peux rien faire pour vous. Et je ne pense pas que vous aussi, si demain, c'est moi qui viens vers vous, vous avez de capital, et que moi, je viens vers vous, je sollicite votre apport, je sollicite votre investissement, mais je vous dis, bon, les gars, je n'ai rien sous la main à vous montrer. L'activité, ça marche, les gens achètent, mon produit est prisé, et investissez dedans, on va gagner. Non, ça ne marche pas comme ça. Personne, est-ce que vous allez me faire confiance? Je ne pense pas. Vous allez dire, ben, monsieur, vous vous foutez de nous. On n'a rien vu, on ne comprend rien, on n'a pas de visibilité sur votre activité. Comment on peut mettre de l'argent dedans? Donc, si vous ne voulez pas papillonner, accuser le système, accuser l'État, accuser tout le monde, commencez à gérer au mieux vous-même votre activité. Vous allez voir, quand vous commencez, ça va rejaillir même sur votre vie personnelle. Vous allez voir que vos finances personnelles vont s'améliorer. Vos finances personnelles vont s'améliorer. Parce que, au-delà de l'entreprise, est-ce que quelqu'un a vu une entreprise marcher dans la ville déjà? Ça dit que dans la circulation, on voit une entreprise passer. Non, c'est les individus. Donc, c'est les personnes qui portent les entreprises. Donc, si vous-même, euh, vous n'avez pas, comment je dirais, une orthodoxie financière propre à vous, il serait difficile que cela déteigne sur votre entreprise. Il serait difficile que vous gérez l'entreprise aussi efficacement. Hein. Loin s'en faut, hein, mais c'est important de faire ce travail personnel sur soi et de faire ce travail-là sur son entreprise. Chers amis, chers camarades, chers collègues entrepreneurs, voilà l'essentiel des choses que je voudrais partager avec vous. Nous avons parlé des indicateurs sur l'activité, nous avons parlé des indicateurs sur la rentabilité, nous avons parlé des indicateurs sur la trésorerie. Je pense que c'est ces trois blocs-là qui sont beaucoup plus importants, à mon point de vue, pour mieux gérer une activité. Euh, Connaître, c'est bien, mais appliquer, c'est mieux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Là, je reste ouvert pour prendre vos questions, vos questions, des contributions s'il y a lieu, hein, parce que je suppose que dans l'Assemblée, ou parmi les participants, il y a des gens qui ont aussi des expériences, qui ont aussi des choses à partager avec nous. C'est l'occasion de le faire. Voilà. Donc, je vais redonner la parole au modérateur pour qu'il nous aide à modérer cette partie de questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Achille. Vraiment, vraiment merci. C'était très intéressant et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, voilà, j'aimerais voir les emojis. J'aimerais voir les emojis si vous avez apprécié. Merci Volonté, merci Aboudou, merci Firmin et à vous tous. Et voilà, si vous avez, merci à Calais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Déjà, oui, ok. Eureka, merci beaucoup. J'ai une question à mon niveau. Hmm, C'est par rapport au délai de paiement. Alors, hmm, il y a par exemple pour les hôtels et l'État, on a l'habitude de dire que l'État est un mauvais payeur. hmm, Je reviens un peu sur la question. Voilà. Alors, pour les hôtels qui généralement ils demandent 30 jours, 60 jours pour pouvoir payer, comment nous gérons avec ça? Avec en étant une nouvelle entreprise, une entreprise qui vient de commencer dans les une année, 2 ans. Et surtout hmm, avec aujourd'hui l'État qui est en train de promettre beaucoup plus, ou bien de promouvoir, je voulais dire, les marchés publics. Comment on gère? hmm. Comment on gère en termes de trésorerie, surtout en termes de trésorerie, pour pouvoir faciliter une certaine trésorerie? Quels sont vos conseils pour nous? Bon, pour les hôtels, je vais prendre pour les hôtels, ça peut valoir aussi pour l'État. Et parce que moi-même, j'ai eu aussi à travailler avec certains hôtels de la place, où je continue de travailler avec eux. Et soit vous travaillez avec une microfinance pour que si vous avez des marchés venant de là, sachant qu'ils vont vous payer un peu plus tard, vous travaillez avec la microfinance, demandez d'abord qu'il y ait un bon de commande formel. C'est avec ce bon de commande-là que la microfinance ou la banque, lui, peut vous avancer les fonds. Et sachant aussi que c'est quand, comment dirais-je, le client ou l'hôtel va payer, va régler, que vous allez payer la microfinance ou la banque aussi. Et le paiement aussi doit être domicilié auprès de la microfinance ou de la banque. Et donc, c'est des stratégies que vous devez utiliser pour pouvoir continuer à fonctionner avec eux. Mais l'idéal, c'est de pouvoir sortir de ça très rapidement. Parce que moi, d'abord, la microfinance ou la banque ne va pas faire ce travail-là gratuitement. Il aura ses intérêts là-dessus. Ce qui va venir grignoter, forcément, votre marge. Parce que, entre-temps, avant de prendre le marché, vous avez essayé d'être le moins disant. Vous avez essayé d'être le moins disant. Donc, c'est de pouvoir économiser de l'argent quelque part pour faire face à ça. Et nous, ça nous est arrivé avec un hôtel ici. Et début, ils étaient sur 1 mois, mais après, ils sont partis à 2 mois. Et il a fallu que nous ayons nous-mêmes de la ressource à l'interne pour pouvoir faire face à ça et attendre les 2 mois pour qu'ils nous payent. Mais pas plus de 2 mois. Pas plus de 2 mois. Si ça va au-delà de 2 mois, la prochaine commande, bon, moi, je réagis plus. Je vous le dis, je vous le fais savoir. Des fois, n'ayons pas peur de faire savoir aux clients que cette méthode-là, ça commence bon, à peser sur nous. Pas avec violence ou avec impolitesse, mais bon, avec des thèmes de négociation qu'il faut. Pour l'État, je n'en sais pas grand-chose, mais l'État, c'est un mauvais payeur. Ça a été toujours le cas. Ceux que je côtoie, ceux avec qui je discute sur des questions de paiement de l'État, les gens ont même leur créance avec le Trésor, ça date de 5 ans en allant. C'est malheureux. Certains ont travaillé pour des mairies, des communes et autres. Ça fait des années, ils n'ont pas touché à ces trucs-là. C'est tellement compliqué. Maintenant, une fois encore, moi, je reviens à ma question, à ma formule. Hein. Est-ce qu'on est obligé forcément de travailler avec ces gens-là si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les banques avec nous, si on n'a pas les microfinances qui comprennent le système, hein, que voilà, si la banque ne paye pas, je ne peux pas, enfin, si le client ne paye pas, je ne peux pas payer la banque ou la microfinance. Ça va être très compliqué. Mais toujours est-il que il faut prendre le risque par moment. Essayez de partager votre marge avec les institutions de la finance, c'est-à-dire la banque et les microfinances, et de partager le risque aussi avec eux, quoi. Si ça peut concourir. Mais en matière de trésorerie, franchement, si vous allez sur des appels d'offres et que vous n'avez pas suffisamment d'argent vous-même pour pouvoir faire face, ça va être très compliqué. Ça va être très extrêmement compliqué. Vraiment, je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse Totalement, à la totalement, question. Hmm. totalement. C'est vraiment cette partie-là, euh, microfinance, bon de commande.
Mm. et clairement définie et surtout si on n'est pas prêt, ne pas s'engager, quoi. Si on n'a pas vraiment C'est des ça. gens tout autour et qu'on n'a pas les reins solides parce que ce n'est pas véritablement un lieu où on va pour s'amuser. Comme ils ont l'habitude de le dire, il y a des requins là-bas et Oui, voilà. oui, Si, oui, si t'es pas aguerri, il faut pas nager parmi les requins, quoi. Essaie juste de c'est ça. construire les choses à ton niveau et de pouvoir grandir, voilà, petit à petit. Voilà. Mhm. C'est important parce que, bon, là, on parle de TPME et tout, hein. C'est-à-dire, il faut être stratégique. Il faut être stratégique. Et c'est vrai, l'État dit qu'il a réservé 25% ou 30% des parts de marché aux jeunes et tout. Et il ne suffit pas de réserver pour réserver. Il faut qu'il y ait autour de ça des Mhm. facilités pour aider ces jeunes-là à entrer rapidement dans leur fonds. C'est aussi ça, la stratégie qu'il doit suivre. Maintenant, si on réserve et que le jeune ou la jeune entreprise, il prend ses maigres moyens, il met au service de ce marché-là, mais qu'à la fin, il doit attendre 2 ans, 3 ans avant d'être payé, c'est qu'à la fin, on lui a réservé la disparition. Mhm. On lui a réservé la mort, tout simplement. Et entre-temps, s'il a eu le malheur d'aller emprunter de l'argent pour exécuter ce marché, c'est les créanciers qui vont l'accélérer, qui vont l'enfermer, qui vont chercher à le liquider, tout simplement. Donc, moi, je dis, des fois, il faut choisir ses combats. Ouais. D'accord? L'entrepreneur doit savoir choisir aussi ses combats. Il faut choisir ses combats. Il y a des trucs dans lesquels ça ne vaut pas la peine de s'y engager. Ce n'est pas que vous avez peur, ce n'est pas que vous n'avez pas la capacité, mais il faut aller avec tous ces sens, quoi. Il faut aller les yeux ouverts. C'est fondamental. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va aller à la troisième étape de notre rencontre pour pouvoir finir. Il y a d'autres questions? Ok, d'accord. Bon, nous allons prendre juste 1 minute pour Hmm. pouvoir remplir ce petit formulaire-là que j'ai mis que j'ai mis dans le chat. Juste 1 minute. Et puis, nous allons entamer la dernière partie, s'il vous plaît. Juste 1 minute, vous cliquez sur le formulaire dans le chat et on remplit. C'est juste un formulaire de fin pour pouvoir nous permettre, voilà, de nous permettre de véritablement vérifier mesurer, si je voulais dire, parce que ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer, comme le dirait tout à l'heure Achille. Donc, c'est vraiment pour pouvoir mesurer un peu ce que nous avons fait et de pouvoir l'améliorer sur les prochaines fois. Donc, cliquez dessus et puis c'est juste 1 minute et puis on revient pour pouvoir terminer. Parce qu'il y a deux choses que nous devons faire pour pouvoir terminer. On a encore 10 minutes. Est-ce que c'est bon? Si au moins c'est bon, j'aimerais voir les pouces. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression que ou bien c'est le mood de la Pâque. C'est le mood de la Pâque. Ok, merci, Firmin. Bon, moi, puisque les gens n'ont pas de questions, moi, j'ai des questions pour eux, hein. Super. Voilà, dès qu'ils Est-ce que... finissent, on va revenir avec ça. OK, moi, je vais leur poser des questions. Abdou, Adra, Albarka, Bill Steven, soyez les bienvenus une fois encore. Business Partner Togo, Africa, Eureka Immobilier, Kale Akwe, Koku Achogbe, Techno Cash 5 Volonté, Winall, Wolfram. Ok, d'accord, je crois que les gens remplissent super. Donc, ok, on va donner la place à l'expert, Monsieur Hachi, de poser une question. Et puis, Hmm. on va aller avec la dernière partie pour finir. Merci. Oui, merci beaucoup, Armand. Moi, je voudrais savoir, hein, celui qui veut bien,
Je suppose qu'on a en ligne plusieurs entrepreneurs. Dites-moi, quel est l'indicateur parmi les trois hein, ou les trois blocs que j'ai cités là? Quel est l'un de ces blocs ou l'ensemble qui vous parle le mieux ou que vous utilisez, auquel vous faites souvent référence dans la gestion au quotidien de votre entreprise? Très intéressant comme question. Oui, n'hésitez pas. J'ai vu que vous êtes tous des entrepreneurs et sinon je vais vous appeler. Oui, sinon on va appeler les gens. On sera appeler les gens. On est là pour apprendre, hein. On est là pour. C'est vrai, on ne se voit pas, on est chacun derrière son ordinateur ou son téléphone, mais bon, c'est l'occasion de nous connaître. Si quelqu'un veut bien prendre la parole, qu'il lève la main, on lui donne, il se présente et puis il apporte son élément de réponse. Ok, donc du coup, je vais devoir appeler quelqu'un vu que OK. Calais a quoi? Ok, les diapositives, s'il vous plaît, pour rafraîchir la mémoire. Ah, pour rafraîchir la mémoire, OK. Je vous renvoie ça. Je vous renvoie ça. Mais déjà, qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur de croissance à votre niveau, dans votre structure? Est-ce Même, que c'est bon? oui, c'est bon. Vous voyez? OK. Oui. Mais c'est Bon, je vais faire. toujours comme avant, c'est-à-dire, OK. voilà. Mais déjà, bon, on peut garder. Avec ça, je crois que tout le monde voit. Je- je- non, je refais. Je vais refaire ça. Je vais refaire ça. C'est bon. Super. Alors, Eureka, vous voulez bien vous essayer et nous dire l'indicateur que vous utilisez, bien qui vous parle beaucoup? Bonjour tout le Eureka est monde. avec nous. Oui, voilà, bonjour. Oui. J'ai suivi avec intérêt. Nous avons brossé beaucoup de choses de façon ramassée et moi-même, je suis un comptable de profession. OK. Donc, concernant l'entreprise que je gère, qui est Eureka Immobilier, je suis plus dans la trésorerie maintenant. Je suis en train de faire l'effort pour pouvoir gérer mieux le peu que j'ai et augmenter mes flux de trésorerie. Je ne suis pas encore au niveau de la rentabilité. Et donc, ce que j'ai reçu, je, je compte le mettre à profit pour gérer aussi surtout les paiements en retard liés aux clients. Parce que quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas avancer. On est bloqué. Donc, voilà ce que je peux dire. OK. Très Super. bien. Merci beaucoup, monsieur Eureka Immobilier. La voix me dit quelque chose. Pareil. Pareil aussi, mais bon. Oui. En tout cas, la trésorerie, c'est bien. C'est bien de suivre sa trésorerie, mais il faut faire l'effort de, de regarder aussi les autres blocs d'indicateurs, notamment sur l'activité et la rentabilité. C'est très important. La question de la rentabilité, sinon de la marge, j'insiste dessus parce que beaucoup d'entrepreneurs, on a tendance à parler souvent de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. Mais à côté du chiffre d'affaires, c'est la marge qui fait vraiment gagner, c'est la marge qui fait vraiment progresser. Si vous n'avez pas une bonne marge, le chiffre d'affaires, c'est joli, ça fait genre, mais ça ne fait pas l'affaire, quoi. Ça seul, ça ne suffit pas. D'accord? Et est-ce que quelqu'un d'autre veut partager avec nous les indicateurs qui le parlent le plus ou qui le, enfin, dont il se sert pour le moment? Avant, on va appeler encore quelqu'un d'autre, hein. Oui, oui, bien sûr. On va appeler quelqu'un d'autre.
Moi, j'ai envie d'appeler Monsieur Kale Akwe Bakbo. Monsieur Kale ou Madame Kale, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas accès au fichier. J'ai renvoyé le lien. Le lien, je crois que j'avais même fait une erreur. J'ai envoyé un autre lien à la part. Donc j'ai renvoyé le lien. Sinon, oui, Madame, celle qu'on appelait, voilà, Madame ou Monsieur Calais, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis là. J'ai bien suivi la conférence. Super. oui, quels sont les indicateurs que vous appliquez déjà s'il y a lieu, si vous êtes entrepreneur ou qui vous parlent plus? Je ne suis pas encore entrepreneur. Je suis dans le montage de mon projet. Donc, le thème de la conférence m'a intéressé, a attiré mon attention. C'est en prévision de la création de mon entreprise que je suis la conférence. Ok, super. J'espère que vous avez eu des éléments qui vont vous aider dans les jours à Oui, venir. oui, effectivement, j'en ai eu. Ok, très bien. Bon, Super. j'ai une autre question, si vous permettez. Monsieur Abba, est-ce qu'on a encore du temps? On a 5 minutes. À 5 petites minutes. Bon, Donc, je allez-y, voudrais allez-y, savoir, oui. oui, je voudrais savoir qui veut bien partager avec nous quelques notions de bonnes pratiques qu'il utilise déjà dans la gestion de son entreprise, pour ceux qui sont déjà en activité, hein, pour ceux qui sont déjà en activité. Alors là, Techno, JK5, Monsieur Aboudou Botrelare, Business Partners, Togo Africa, Volonté à Kakpo, Wolfram voilà, Bill Mauna, Steve, Koko Atiobe, Firmin. et quelles sont les bonnes pratiques que vous, les bonnes pratiques de gestion, hein, dont vous servez déjà dans vos entreprises que vous voudrez bien partager avec nous. J'ai besoin d'apprendre aussi. Les gars, don't be shy. Ne soyez pas timide. Voilà, chef, monsieur Firmin, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Achille, bonjour Monsieur Armand. Bon, je ne voulais pas prendre la parole parce que nous, à notre niveau, on est toujours à l'étape de structuration. On a des produits qui sont utilisés, mais ce pas des produits grand public, c'est des produits institutions. Donc, je dirais qu'on a un, deux clients par là. Donc, indicateur de croissance actuellement, pas encore. Tout ce qu'on essaie de suivre, c'est les dépenses. On a un fichier Excel dans lequel on renseigne tout ce qui est fait comme dépenses, tout ce qui est fait comme entrée. Et voilà, c'est un peu ça actuellement. Qu'est-ce que je voulais? Voilà. Et sur le volet, séparer les dépenses de l'entreprise des dépenses de personnel. Je dirais qu'actuellement, c'est compliqué vu qu'on est toujours en phase de structuration et tout. Des fois, la boîte a besoin de liquidité. Donc, on puise dans dans la poche personnelle pour mettre dans l'entreprise. Et voilà. Donc, c'est un peu ça qui est difficile. Mais bon, on a quand même un fichier dans lequel on note tout ça pour que après, quand il y aura besoin de bien revoir les chiffres, ajuster, mieux définir les choses, qu'on ait quand même une traçabilité sur ces éléments-là à utiliser. Voilà. Merci beaucoup pour les éléments partagés. Ça nous permet déjà de planifier devant, vu qu'on a un produit grand service qui est en phase de... Bon, on prévoit le lancement. On devait le faire ce mois même, le mois de mars, mais ça n'a pas tenu. Donc, on profite
de ces éléments partagés indicateurs pour pouvoir bien planifier les choses, pour ne pas rater le coche déjà dès le début, quoi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Firmin. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que, bon, d'une manière ou d'une mesure, on est tous passés par là, hein. Ce qui est bien, parlant de la séparation des caisses, pour ne pas dire des poches, et l'entreprise, lui, prendra toujours dans votre poche, hein, au besoin. S'il a besoin d'argent, vous devez lui donner. C'est comme votre enfant. Si l'enfant a besoin d'argent, vous allez lui donner. Vous devez vous débrouiller pour lui donner. Maintenant, derrière, ce que je conseille aussi, c'est qu'il faut documenter tout ça. Quand vous mettez de l'argent dans l'entreprise, il faut documenter ça. Date, le montant, l'objectif pour lequel vous avez sorti l'argent. Il faut que ça soit documenté. C'est très important. Vous allez le voir quand vous allez grandir, quand l'entreprise va grandir, vous allez comprendre l'importance de ça. Et très souvent, quand on parle, on dit aux gens qu'il faut qu'ils se fixent un salaire. On se dit, ah, l'entreprise n'a pas d'argent, comment je peux me fixer un salaire? On a dit fixer un salaire, on n'a pas dit de prendre un salaire. Tu peux fixer le salaire sans toutefois le prendre, ce qui veut dire que l'entreprise te doit de l'argent. Et que demain, si, quand l'entreprise va commencer à en gagner suffisamment, tu retires. C'est comme du crédit. Tu leur as fait de ton salaire. On a dit dans un premier temps de fixer le salaire. Et le fixer ne veut pas dire de le prendre. Donc, tu es le premier responsable. L'entreprise peut ne pas avoir les moyens pour te payer dans un premier temps, mais ils vont avoir du crédit sur leur dos. Et le jour que les choses vont vraiment marcher, ils vont te rembourser. Mais si ce n'est pas documenté, si ce n'est pas systématique, à la fin, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez voir, les jours passent vite. Si vous laissez de côté, vous dites non, ça, ce n'est pas important. Pour le moment, bon, je vais le faire après. Après, ça va s'accumuler. Après, la mémoire humaine est lacunaire, hein, ne retient que les hauts faits. Vous allez oublier un certain nombre d'aspects et pour les justifier après, ça va être très compliqué. Donc, je vous invite à vraiment être regardant. J'ai reçu des objectifs que les participants veulent atteindre et tout à travers cette session. J'espère qu'à travers ma présentation, des échanges qu'on a eus jusque-là, les gens ont eu pas mal d'éléments pour continuer à mieux gérer leur entreprise. Je vous souhaite tout le bonheur, la prospérité qu'il faut, mais regardez, soyez regardants sur les chiffres. Aimez les chiffres, aimez votre entreprise comme vous-même et vous allez voir, la nature va compétir à ce que ça puisse être un véritable succès. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Vraiment, merci pour ce partage. Et vous l'avez si bien fait aussi à la fin de poser des questions pour avoir des retours parce que le but, voilà, et comme Madame Aka, je crois, le disait, si j'espère que j'ai pas Calais, pardon. Madame Calais disait, euh, ici, c'est beaucoup plus, nous ne sommes pas dans une posture beaucoup plus de conférence, mais beaucoup plus c'est pour cela que nous l'avons appelé un laboratoire de connaissances. L'idée vraiment, c'est de pouvoir apprendre. L'idée vraiment, c'est de pouvoir venir et j'espère vraiment que vous avez appris beaucoup de choses ici. C'est pour cela que les, les intervenants qui viennent, nous leur demandons pas tout simplement de venir faire une présentation. Non, ce n'est pas juste une présentation. Il y a la partie présentation, il y a la partie questions-réponses et bien évidemment, ils sont obligés de nous donner des livrables. Donc les livrables, ce n'est pas juste le PowerPoint. Non. Par exemple, Monsieur Haché a conçu un tableau bord carrément juste pour nous. Cela veut dire qu'à la fin, je vais partager avec vous. Si vous permettez, je vais projeter rapidement, histoire que vous puissiez voir un peu le travail fait. Un instant. Donc, c'est important de voir. OK. Un instant. Donc, c'est important de voir qu'il y a tout un travail qui est fait derrière pour vous permettre à vous de pouvoir avoir accès à tout cela. Voilà.
J'ai le tableau de bord maintenant, je peux partager. Instant. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée des... Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est en route. C'est bon maintenant. C'est bon, ok. Donc, vous voyez, ça, c'est carrément un tableau de bord fait. Euh, donc, ici, vous mettez les données, donc janvier, le CA réel. L'objectif, là, ici, c'est l'objectif du CA que vous voulez. Donc, votre objectif, vous avez fait une discussion avec l'équipe et tout et tout. Vous avez dit, OK, ce mois, voilà l'objectif du CA que nous voulons atteindre. Et donc, à la fin du mois, vous mettez le CA réel que vous avez, qui a été atteint. Et cela vous permet, donc vous avez en même temps votre marge brute. Et ça vous permet de pouvoir calculer quoi? Le taux de marge dont il parlait. Donc la trésorerie en fin du mois, vous l'avez, vous le mettez aussi, l'objectif en termes de trésorerie, parce que l'objectif, ce n'est pas, il faut que nous puissions garder, et c'est une des choses que moi j'en parle beaucoup plus en coaching, c'est que ce n'est pas le chiffre d'affaires que nous devons poursuivre. C'est beaucoup plus le revenu. Parce que si tu as 1 million de chiffre d'affaires et que tu as, je ne sais pas, 900 000 comme charge et tu as 100 000 francs de revenus, ce n'est pas vraiment grand. Alors que si tu as 1 million de chiffre d'affaires et que tu arrives à réduire tes coûts, à avoir 700 000 de coûts et que tu as 300 000, là, tu es beaucoup plus rentable que la personne qui a 100 000 au fait. Donc, voilà, il y a l'objectif, les charges mensuelles, donc le taux de C atteint, l'écart, le mois, la couverture, et puis si tu es en vert ou bien si tu es en rouge. Ouais. Donc, ici, par exemple, en termes de dashboard, ça vous permet de pouvoir voir le CA en termes de graphe, de voir la marge du mois et de voir voilà, la trésorerie du mois. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose que nous allons partager avec vous. Donc, pour chaque session que nous faisons, nous partageons à la fin un outil concret que vous puissiez utiliser. La dernière fois, on a fait une formation, un webinaire sur la fiscalité des entrepreneurs. Et à la fin, nous avons partagé un document, un tableau récapitulatif avec le système juridique et en termes de fiscalité, ce dont tu as besoin, ce que tu dois savoir, ce que tu dois faire. Donc, c'est des choses que nous partageons et qui est très important que nous devons savoir, que nous devons les utiliser parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Le monsieur Achille l'a dit tout à l'heure, ce qui est important en entrepreneuriat, il y a aujourd'hui les entrepreneurs à subvention et puis il y a les vrais entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs à subvention, c'est les personnes qui courent chaque fois après les subventions. Je ne suis pas contre cela. Mais ce qui fait de toi un entrepreneur, c'est l'ops, c'est l'opérationnel. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour pouvoir mesurer ce qui vient dans ton entreprise et ce qui fait améliorer ton entreprise? Donc, euh, à la fin, nous allons partager encore le replay de ceci parce que nous l'avons enregistré, c'est sur notre page YouTube. Nous allons, toutes les personnes qui se sont inscrites par mail, nous allons leur envoyer d'ici demain soir. Vous aurez un mail avec les récapitulatifs, les outils et aussi le lien pour pouvoir suivre ceci. Et voilà. Donc, au-delà de cela, nous avons lancé, pour les entrepreneurs, nous avons lancé un programme que nous appelons le Goal Execution System. C'est un programme de 90 jours pour les entrepreneurs pour pouvoir les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que en début d'année, vous vous êtes donné des objectifs. Nous allons atteindre ceci, mais voilà, nous avons fait janvier, nous avons fait février, nous avons fait mars. Mais jusque-là, vous voyez que votre objectif n'est pas atteint. Alors, nous allons même commencer aujourd'hui parce qu'il y a la cohorte qui va commencer aujourd'hui. Et toutes les personnes qui sont intéressées peuvent nous écrire pour cela. Donc, sur les 90 jours, nous allons vous accompagner en mettant en place un système bien précis, un plan d'action bien défini, avec une discipline collective pour pouvoir vous permettre d'atteindre à la fin des 90 jours les résultats que vous voulez avoir. Donc, voilà un peu en termes d'annonce. Et enfin, chaque deux samedis, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 4.
Donc, le 18, nous avons encore une autre séance. Donc, l'autre séance que nous avons, c'est beaucoup plus orienté sur les freelances, les personnes qui recherchent de l'emploi, parce que nous allons parler de CV. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous parlons de CV, nous les entrepreneurs, on se dit bah, que c'est pas nous, mais il faut être honnête pour dire que il faut rechercher d'autres flux de revenus. Et donc, il y a beaucoup de métiers de consultation aujourd'hui qui viennent. Et en tant qu'entrepreneur, tu as aussi des compétences que tu veux vendre, mais tu ne sais plus. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont oublié comment ils font leur CV. Donc, ce que nous allons faire, c'est que le samedi prochain, nous allons parler de CV. Et nous allons vous demander, vous allez vous enregistrer comme d'habitude et vous allez envoyer vos CV. Et je vous assure que la personne qui va venir, ce n'est pas de montre. C'est une personne qui est dans le domaine, qui s'y connaît très bien. Et vous allez envoyer vos CV d'avance. Nous allons prendre uniquement que 10 CV. Et les 10 CV là, la personne va étudier les 10 CV là et va donner des retours, des feedbacks que lors de la session, il va présenter cela, il va vous donner des feedbacks pour vous dire, voilà, pour votre CV, voilà, c'est ce que vous devez améliorer, voilà ce que vous devez faire, et ainsi de suite. Et aussi, au-delà des 10 CV, si il y a encore du temps, si vous avez encore des questions, vous allez encore les poser. Donc, voilà un peu le programme qu'il y a pour les sessions à venir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais vous demander encore une fois de pouvoir remplir le formulaire. Et voilà. Et je vais remercier encore Monsieur Achille. Franchement, ça a été très intéressant. J'ai encore appris beaucoup de choses, moi-même personnellement. Et j'espère vraiment que tous les autres, surtout, il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée, fixer le salaire ne veut pas dire forcément prendre le salaire. Au moins, il faut le fixer. Et si demain ça grandit, voilà, c'est du crédit que vous avez donné à votre entreprise et que demain, vous pouvez finalement prendre chez l'entreprise. Je vais battre en 8000 man. Mais de à Pardon? la marge, Pardon, il y a une question? Ok. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la session d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup, Monsieur Achille, pour la présentation. Merci pour tous les partages. Merci pour toutes les personnes qui ont aussi donné des retours. Et on est ensemble, n'hésitez pas. Au revoir. Merci beaucoup, Arnaud. Bon week-end à tout le monde. Bonne fête de Merci. Pâques et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.